Je pense qu'on est en onde. Bonjour et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux et plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode de 2025-4. Et j'ai avec moi, comme vous l'avez déjà entendu, ce cher Vincent qui n'est pas capable de se fermer la boîte pendant que je fais une introduction. Donc, bonsoir Vincent, comment vas-tu? Allô, ma gagne, comment ça va? Ça va très bien. Et on a encore avec nous Pierre ce soir qui va nous faire la suite de sa liste des auteurs les plus influents. Donc, Pierre Poisson-Marquis. Comment ça va, Pierre? C'est bien, messieurs. Bonne Bon. année 2026. Bonne année 2026. Ah oui, mieux vaut tard que jamais. Ouais. Donc, un épisode à tous les mois et demi, notre liste de 50 auteurs devrait se terminer environ en 2032, si mon calcul est bon. Mais ce soir, on va en faire deux autres, si le temps nous le permet, donc les numéros 47 et 46 de la liste. Donc, on va quand même commencer avec Vincent, là, qui avait de l'air en forme. Pour ceux qui nous suivent des fois un peu dans le Discord, dans le Discord, des fois on jase, on a Paul Gara là, qui vient nous dire un petit bonjour, qui vient faire des petites interventions intéressantes. Et là, on a titillé Vincent un peu, je pense, sur les jeux qui ne pardonnent pas. Est-ce que... qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Vas-y, Vincent. Je te lâche lousse, Oui. là, je l'ai fait à l'est, là, vas-y. Bon, fait que on jasait, en fait, a priori. C'était Paul Gara qui nous a fait un beau petit post avec une image des jeux modernes comparativement aux jeux plus vieux. Finalement, tu as dit quelque chose comme étant, si la pénalité n'est pas trop violente, ça peut être un genre de push your luck. Moi, j'aime beaucoup cette approche de la bulle des vieux jeux. Moi, j'ai répondu que la première bulle est ratée parce ça aurait dû dire tu n'as pas assez de ressources, c'est correct, on va te donner des points plutôt que de t'en enlever. Il faudrait surtout pas que tu dises que notre jeu est mauvais. Donc, je vais copier-coller l'image. Peut-être je pourrais t'envoyer l'image pour que tu la montres à l'écran, là, à la limite. Ou sinon, je vais l'envoyer dans le clavardage. Mais en gros, longue histoire courte, je ne peux pas mettre d'image dans le clavardage, mais ça reste que c'est ça. Donc, à gauche, on a l'approche moderne versus l'approche qui est plus vieille, où est-ce que c'est très punitif, et l'approche moderne, où est-ce que c'est tout le temps du beau bonbon jaune, où est-ce que tu fais des points pour un set collection, où est-ce que tu as toutes les cartes pareilles, mais tu fais aussi du set collection pour toutes les cartes qui ne sont pas pareilles. Bref, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'on est tombé sur une tangente par rapport à les jeux qui sont impardonnables. Et donc, on a commencé à discuter autour du fait que les vieux jeux sont plutôt, comment je peux dire, manquent beaucoup, en fait, de tact et vont, en fait, au lieu de te dire, ben désolé, tu n'es pas à la hauteur, mais quand même, réessaye, c'est correct. Au moins, tu as fait des points, ça va te le dire en pleine figure que tu es vraiment ce que toi, un déchet. dit, c'est que les anciens jeux, ils n'étaient pas gentils. Puis que c'était pas leur but d'être gentil, les anciens jeux. Donc, les nouveaux jeux aujourd'hui sont plus gentils, même qu'ils sont trop gentils, selon ce que tu nous disais. Exact. Et là, on est venu, en fait, notre discussion autour de, attends un peu, je suis pas d'accord avec toi que les jeux, toi, tu avais dit quelque chose genre, c'est vraiment poche parce que c'est hyper punitif puis tu n'as aucune chance de te rattraper. Moi, je t'avais répondu, les nouveaux jeux, c'est la même chose. Les jeux modernes, les jeux contemporains qu'on voit en 2026, c'est la même chose. C'est juste que la différence, c'est qu'à ta première game, tu vas en faire 85 points, tu sais, versus à ta sixième que tu vas en faire 275. Et ce qui se passe, c'est quand tu joues ta première game, peu importe avec qui tu joues,
tu vas te retrouver à faire 85 points et la personne qui a 5 ou 6 parties dans le corps va faire 295 points. Oui, attends un peu. Même aujourd'hui, généralement, je te dirais dans 95% des jeux, probablement, les, les joueurs qui ont de l'expérience à ce jeu-là devraient, en théorie, être 100 fois meilleurs que ceux qui sont dans la première partie. Exact. Je dis bien en théorie, parce que si le jeu est basé en grosse partie sur la chance, c'est un jeu de dés, c'est un jeu de push your luck, peu importe. Ça se peut très bien qu'un nouveau joueur gagne. C'est pour ça que même les jeux pour enfants, les jeux très familiaux, ont ce petit côté aléatoire-là, justement, pour que tous les joueurs aient à peu près des chances égales. Oui, exactement. Mais, à contrario, à une certaine époque, en fait, auparavant, même si un joueur avait 5 ou 6 parties, il était quand même possible, en fait, il y avait certaines manières de pouvoir lui mettre des bâtons dans les roues. Dans certains cas, évidemment, c'était une exception à la règle. On peut penser à Agricola, où est-ce que c'est extrêmement difficile de mettre des bâtons dans les roues de quelqu'un. Contre, par exemple, Caelus, que c'est un peu plus facile parce que, justement, c'est très, très, très coupe-gorge. Là, tu me rappelles un de mes bons vieux souvenirs, Caelus. Je jouais beaucoup avec mon frère. C'était un excellent jeu, assez salaud, en fait, effectivement. Oui, Le exactement. prévôt est probablement une des mécaniques les plus détestées et moi que j'adorais le plus à cette époque. Ben c'est ça. Donc, tu vois, il y avait comme cette opportunité-là pour le joueur qui en est à sa première partie de discuter avec les autres joueurs autour de la table, puis de dire comment est-ce qu'on fait pour l'arrêter. On avait des solutions. Bon, les solutions n'étaient pas nécessairement tout le temps les meilleures solutions pour soi, mais au moins, on était capable de dealer avec la situation. Alors qu'aujourd'hui, ben, je veux dire, j'avais donné l'exemple de Ark Nova. Tu ne peux pas vraiment arrêter un adversaire à Ark Nova qui est en pleine lancée, en ascension, qui va nous torcher la gueule, puis qu'on va tous finir à 100 points de moins que lui. Terraforming Et donc, Mars ou n'importe quel gros jeu euro qui est en fait multiplayer solitaire en grande partie. Là. exact. Et ça reste qu'en général, la règle générale, c'est que si on avait un espèce de graphique qui présentait le nombre de victoires que tu as à un jeu et le nombre de parties que tu as, ben on aurait un graphique qui ferait une espèce de ligne très, très, très transversale. Donc, plus tu joues à un jeu, plus tu as des chances de gagner. Donc, évidemment que ça resterait comme ça. Et là où est-ce que, bon, peut-être que le jeu contemporain a une belle qualité, c'est que, ben, il te fait pas sentir comme un déchet ta première partie. Au moins, tu te dis, ben, regarde, tu fais des choses, puis tu as gagné d'un certain nombre de points. C'est le fun, puis tant mieux, c'est cool. Prochaine game, tu vas en faire encore plus. Donc, tu as un incitatif qui provient à même le jeu de vouloir jouer pour optimiser. Et ça, en tant que tel, c'est pas nécessairement. C'est quelque chose qui est quand même positif parce que ben, les gens vont se sentir bien de revenir à ça. À contrario, ça, c'est mon exemple en particulier. Je me souviens avoir joué une seule partie de Endless Winter, où est-ce que le gagnant qui en avait 6 parties nous avait clenché par le double des points. La deuxième personne en avait comme le tiers de plus que nous. Et moi puis mon ami, on en avait pas beaucoup. C'était pas tant le fun comme sentiment, puis c'était pas vraiment agréable de se dire, ben tu sais, j'ai joué, j'ai fait plaisir au gars que c'était sa 7e partie, mais malheureusement, ce jeu-là, j'y rejouerai plus. Et la preuve étant, je me souvenais même plus du nom du jeu jusqu'à temps que je le vois dans une boutique, puis c'est comme, ah oui, c'était ça le jeu. Moi, j'étais sûr que c'était en lien avec Paléo, puis ça n'a pas rapport partout, ça s'appelle Endless Winter. Puis, ben, comme tu vois, on n'en parle plus de ce jeu-là. Ça, c'est quelque chose que je Je veux te trouve... parler d'Endless Winter 30 secondes. Vas-y. Ça a l'air d'être le premier design d'un auteur qui se dit c'est le seul jeu que je vais faire, fait que je vais mettre toutes les mécaniques dedans. Pour moi, ça avait de l'air de ça, malheureusement. C'est un jeu qui est tombé vraiment à plat pour moi. Parce qu'on dirait que l'auteur a pas su
c'était quoi sa mécanique principale, qu'est-ce qu'il voulait faire. Fait qu'il n'y a rien qui ressort là-dedans, malheureusement. Tout est un petit peu de tout. Comme un buffet, mais tu sais, un buffet des continents. Fait que tout est de moins bonne qualité. Mais t'as un petit peu de tout pareil. On dirait que tu parles de Scythe présentement. Scythe est pas Mais si mauvais que ça. euh, Endless Winter, pour ah, moi, était vraiment manqué. Mais bon, ça, mais c'est oui, personnel. dans tous les cas, tu sais, il y a cette idée-là qu'au moins j'ai fait 35 points dans ma partie, tu sais, versus l'autre qui a fait 100, 105, peu importe. Donc ça peut être quand même une qualité pour certaines personnes parce que des parties de Leeuwenherz, par exemple, qui se finissent où est-ce que tu sais qu'un joueur a 50 puis que le bon dernier a 13, ça fait mal. Ça fait très, très mal, tu sais. Et là, je pourrais parler de plein d'autres jeux qui ont un peu plus cette vibe-là, qui sont de la vieille école. C'est certain que quand tu fais pas beaucoup de points puis que tu te sens très, très, très misérable, puis le jeu, il te lève les points en disant comme prochain round, reviens, puis attache tes gants comme du monde, je reviens de force avec toi. Tu sais. Euh, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui dépend des joueurs. Moi, je suis un gars qui va faire, tu m'en as sacré une d'en face, je vais me relever, puis je vais t'en remettre une d'en face. Mais Mais juste je si le jeu comprends est que c'est. bon à la base, parce que si le jeu est pas bon, Oui, t'en rejoueras pas une deuxième. exactement, tu sais, c'est ça. Mais habituellement, quand un jeu me prend de cette manière-là, puis me dit, va falloir que tu me prouves que tu es meilleur que ça, va falloir que tu te lèves tôt demain matin. Habituellement, j'aime ça. J'aime ça. Puis je vais vouloir en rejouer une autre. Toi, tu le prends comme Et un c'est pas. challenge, mais c'est pas tous les joueurs qui vont faire C'est ça. ça. Il y en a qui vont le prendre Exactement. vraiment personnel puis se sentir épais. Et vraiment se Exactement. sentir imbécile et ils se sentent insultés. Fait qu'ils veulent pas en refaire une autre parce qu'ils disent c'est pas vrai que je suis un imbécile. C'est pas. En tout cas. Fait que c'est. Mhm. Des fois, c'est le problème du jeu qui te laisse ce feeling-là. Mais c'est surtout des fois un joueur qui a beaucoup d'expérience en un jeu ne te laissera pas de chance. Il va te ramasser, mais solidement. C'est sûr que le joueur a aussi son mot à dire sur cette expérience de jeu-là. Là. Puis je crois que, puis là, je vais hypothétiser, tu sais, mais je pense que ça correspond aussi à un phénomène qu'on voit où est-ce que les gens vont s'identifier beaucoup, en fait, à leur performance, à leur opinion, à ce qu'ils publient, en fait, sur les réseaux sociaux, à de la manière qu'ils commentent. Et ça fait en sorte que, justement, on a de la difficulté à prendre parfois du recul sur, OK, mettons, ce jeu-là, me donne une claque d'en face, mais c'est pas personnel. C'est ça le jeu, c'est ça le jeu, tu sais. Ou encore, par exemple, quand on critique l'opinion de quelqu'un, ben, la personne va le prendre personnel, mais au final, une opinion, la limite d'une opinion, c'est que c'est une opinion, puis on a le droit de débattre là-dessus, tu sais. Ouais, pis t'es pas le seul à Fait que avoir cette opinion-là. Fait que c'est pas toi que je juge, c'est l'opinion, puis l'opinion de plein d'autres mondes aussi en même temps. Là. Fait que prenez pas personnel. c'est ça. C'est comme si je te dis Et que moi, ce jeu-là, je trouve que c'est de la merde. Là, j'en nomme pas en particulier. Mais si toi, tu l'aimes, ce jeu-là, je t'ai pas insulté toi. Si t'as le droit de l'aimer, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que moi, je trouve que c'est de la exact. merde. Exact. Puis à contrario, puis c'est ça qui est ironique parce que le jeu, admettons, le jeu de société contemporain va te donner plein de belles choses. Tu veux des points, tu vas en avoir, puis tu vas en avoir, puis là, on te lance des fleurs, puis tout ça. Puis finalement, bon, ben, on le prend de façon personnelle aussi, où est-ce qu'on est comme, hey, je suis pas si pire que ça, dans le fond, tu sais. C'est parce que j'en suis à ma première partie, puis tu sais, le jeu, il me dit, ah, reviens, tu sais, viens-t'en, ça va être le fun, tu sais. C'est comme la première fois que tu vas chez un ami, puis que là, l'ami, il t'invite, mais tu sais, il te montre qu'il y a une coupe de barre de chocolat, tu sais. Puis là, il te dit, hey, la prochaine fois que tu reviens, je vais te sortir la crème glacée au Henry. Tu sais. Puis là, tu reviens, puis là, finalement, tu as comme ça. Puis là, ainsi de suite. Tu sais. Puis plus tu vas chez ton ami, plus il te sort des affaires, mais à un moment donné, il n'y a plus rien à te sortir parce que tu as tout vu. Puis donc, tu vas passer au prochain ami. Mais ceci étant dit, c'est que
on va le prendre de cette manière-là, mais au final, il n'y a rien de personnel encore une fois. Tu sais, c'est comme tout le monde va faire, tu sais, il va faire la même chose avec tout le monde. Là, je vais te Euh, sortir une théorie du ouais. design de jeu. Dans le design de jeu, tu veux quand même que les scores reflètent un peu l'effort des joueurs. Euh, le problème, c'est qu'il y a certains jeux que... puis là, j'ai une personne en tête là, qui avait designé un jeu et les scores se terminaient quelque chose comme 30-10. Mais là, les joueurs se disaient, OK, il n'a pas été 3 fois meilleur que moi, là, ça se peut pas. Le score ne reflète pas la réalité vraiment. Donc, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont donner des points à tout le monde, ou presque, pour des actions de base, en fait. Donc, tout le monde va systématiquement faire ces actions-là ou avancer sur des tracks ou quoi que ce soit, parce que le jeu fait que tu vas automatiquement le faire. Fait que ça va donner un 30 points de plus à tout le monde. Fait qu'au final, au lieu de finir 30-10, ça va finir 60-40. Fait que là, le score reflète peut-être un peu plus la réalité. Puis, comme tu dis, t'as des petits points par-ci par-là. Fait que t'as un petit peu de gratification en chemin jusqu'à temps de te rendre jusqu'à la fin. T'as quand même perdu par 20 points. Au final, ça change pas grand-chose, sauf que le feeling du joueur est pas « ben, j'ai joué comme une merde ». Il va se dire « ah, ben, t'as mieux joué que moi, mais j'étais pas si pire que ça ». Fait que si tu veux garder un joueur dans un jeu, tu vas essayer justement de lui donner des petits bonbons en chemin. Et ça reste quand même une des bases du design de jeu aussi, là. Ouais. Mais tu vois, je pense que ça, cette idée-là a peut-être émergé. Je ne sais pas quand est-ce que ce concept-là a émergé, mais ça me surprendrait que c'était, mettons, le cas de Klaus Teuber ou autre. Et deuxième chose, deuxième aspect, puis c'est là, en fait, que je pense qu'il y a comme un effet de grossissement ou d'ampleur. Quand je score 85 points, puis que l'autre en a scoré 210, je me sens vraiment moins mal que si j'en score 5, puis que l'autre en score 20. Mais c'est à peu près la même. C'est à peu près. Là, je suis pas bon en maths, là, puis c'est pas exactement ça. Là, mais tu sais, si j'en score 7, puis l'autre en score 21 ou 23, on est à peu près dans la même. Tu sais, on est à peu près dans le même ratio. Mais scorer 7 points versus 21 versus scorer 85 contre 230 ou peu importe, on dirait qu'on se sent moins mal parce qu'on a de l'air à avoir performé, mais au final, on a juste fait un x10 sur le score initial que je parlais auparavant. Puis ça, c'est peut-être quelque chose, je sais pas, peut-être que ça donne un meilleur feeling à certains joueurs. Puis en même temps, tu vois, cette théorie-là, des fois, je trouve que de l'autre côté, tu sais, tu as le droit d'être 3 fois plus poche que moi, puis j'ai le droit d'avoir 3 fois plus de points que toi quand je suis rendu à 20 games. T'sais. Ça, c'est comme, je pense qu'à un moment donné aussi, c'est, il y a comme la question de feel good dans ce que tu parles, le sentiment de bien-être, mais aussi un sentiment où est-ce que, puis je pense qu'encore une fois, là, puis là, on s'éloigne un peu du sujet, mais ça reste quand même qu'au niveau de la psychologie présentement, c'est ça que les médias sociaux veulent nous faire refléter, c'est-à-dire on veut toujours te faire sentir bien, te faire sentir à ta place, te faire sentir que t'es pas, t'es in, t'es tout le temps in, puis on va toujours te soutenir, on va toujours être là pour toi. Mais dans les faits, c'est pas vrai, tu sais. Fait qu'on entretient, est-ce qu'on est encore en train d'entretenir une illusion qui est comme sociétale actuellement en impliquant ce concept-là dans le jeu de société? Et, moi, je vais te poser une autre question aussi, en fait. Est-ce que c'est que en fait, là, les gens approchent les jeux d'une autre façon, dans le sens que est-ce que avant, disons, je remonte disons, dans les années 90, les gens étaient plus compétitifs, jouaient à des jeux de façon beaucoup plus compétitive, voulaient à tout prix gagner, alors qu'aujourd'hui, on joue peut-être un peu plus pour le plaisir, puis si on gagne, tant mieux. Je ne sais pas si le côté compétition a peut-être baissé avec le temps, puis le fait de, ben, moi je suis là pour avoir du fun, fait que le jeu donne-moi des points pour que j'aie du fun.
oui, je suis d'accord avec toi que c'est pas nécessairement la façon d'avoir du fun. Que j'aille des points ou pas, puis écoute, je me souviens toujours, je vais me souvenir toute ma vie de l'expérience de Palace Geflüster que j'ai joué avec toi, parce que j'ai eu du fun à fond. J'ai pas gagné, je suis sûr que j'étais nul à ce jeu-là, mais l'interaction autour de la table était tellement magique. Et, écoute, pour moi, le plaisir résidait là et non pas dans le score. Donc, je sais pas, c'est peut-être justement les changements un peu de philosophie des joueurs avec le temps. Mais Ouais. c'est sûr que les éditeurs vont essayer de faire des jeux qui sont plus accessibles ou qui sont plus peut-être welcoming, comme on dit en anglais. Donc, qui vont être plus faciles à faire embarquer les gens dans le hobby plutôt que d'avoir un jeu qui tu veux jouer, puis là, tu te manges une coupe de coups de matraque dans le front après 3 tours. T'es comme, ben, j'ai plus aucune chance de gagner, puis il reste 1 heure et demie à jouer encore. Fait que Ouais. c'est ça. Je pense que Ben, c'est plus une question de tu veux pas rebuter les nouveaux joueurs, donc tu essaies de faire des jeux qui sont plus doux. ouais. Peut-être aussi que dans le fond, on manque cruellement d'hospitalité, puis de convivialité, puis d'accueil en 2026. Puis donc, on veut pas que les jeux reflètent ce fléau-là. Fait qu'on va faire que les jeux sont hospitaliers, qui sont accueillants et chaleureux. Ouais, mais Fait qu'au l'hospitalité final, a pris le bord là, pendant la pandémie. Là, on n'avait même plus le droit c'est d'avoir du ça, monde à la exact. maison. Là, fait que... Mais Pierre, je suis curieux un peu, toi, est-ce que tu as vu, comme, est-ce que tu as vu en fait un changement de mentalité à travers les années? Parce que ça fait quand même 30 ans, 40 ans que tu joues. As-tu vu un tournant en fait dans le niveau de compétitivité entre les joueurs? Est-ce que tu as vu des changements de dynamique dans c'est ça, des groupes de jeux ou juste de la manière qu'on approche le jeu? J'imagine que oui. Ben, forcément, oui. Je pense que ça a été dit dans votre tirade, là. Il y a eu quand même une nette évolution de la façon de jouer à des jeux au point où, quand on parle de jeux euro aujourd'hui, puis qu'on mentionne les jeux euro des années 90, les gens nous regardent débêter quand on leur explique comment ça jouait parce qu'ils sont beaucoup plus confrontationnels. Euh, Maintenant, les jeux euro des années 90 et début 2000, même s'ils étaient confrontationnels, ils restaient quand même pas, euh, je dirais, éradiquants. C'est-à-dire que c'était pas le but dans ces jeux-là de éliminer les joueurs, c'était juste simplement de leur faire la vie dure. Il faut aller dans les années 80 pour faire ça. En fait, ça reflète vraiment la culture des pays qui produisent les jeux. Les États-Unis, avant que l'Europe s'affirme, il y avait juste une définition d'un jeu dans leur esprit. C'était d'éradiquer les adversaires pour gagner un jeu. Ça reste dans ça Son vient de leur jour de mentalité. paye. Comme au jeu de paye, comme Monopoly, c'est la mentalité fondamentalement individualiste et capitaliste des États-Unis qui s'exprime à travers ces jeux-là. Quand les Européens, quand les Allemands surtout, ont montré aux Américains qu'un jeu, c'était pas fait nécessairement pour écraser l'adversaire, eux qui avaient été absolument traumatisés par la hantise, euh, je dirais, accusatrice de bourreaux de la Deuxième Guerre mondiale qu'on leur a collé à la peau. Les Allemands étaient tellement obsédés avec ça qu'il était interdit en Allemagne pendant un bon 40, 50 ans, 60 ans de faire des jeux de guerre là-bas. Ouais. Euh, et puis, ben, ils ont lentement permis à certains créateurs d'en publier depuis, je dirais, 15 ans. Mais ça montre à quel point la culture du pays va guider le jeu, comment il a été créé, et va finalement peut-être s'imposer sur le reste du monde si c'est une mentalité qui est bien acceptée, mais surtout, évidemment, si l'aspect commercial arrive au bout du compte avec ça aussi. Si les Allemands ont été capables d'imposer leur culture ludique à travers le monde, c'est parce que leur prix est devenu la référence, leur prix du jeu de l'année.
Puis cette référence-là, ben, quand on l'a vérifiée ensuite, on voyait que les Allemands faisaient pas simplement des jeux où le but n'était pas d'éliminer les adversaires. Ils faisaient des jeux vraiment rodés au quart de tour, très très bien huilés, avec des règles qui étaient vraiment bien imbriquées les unes aux autres et qui avaient une élégance que les jeux américains n'avaient pas. Je vais revenir sur Kaelus qu'on a parlé tantôt. Parce que tu disais justement que les jeux euro n'étaient pas... qu'on n'éliminait pas personne, mais qu'on mettait des bâtons dans les roues. Kaelus, c'est, je pense, pour moi, l'exemple parfait parce que c'était un jeu euro, oui, de la gestion de ressources, mais tu pouvais tellement faire chier ton adversaire à ce jeu. C'était un des rares, justement, jeux euro assez vicieux, assez méchant. Mais chaque petit mouvement que tu faisais pour écœurer l'adversaire, en fait, te coûtait quand même quelque chose. Fallait que tu payes des ressources, fallait que tu payes de l'argent, fallait que tu payes. Donc, il y avait quand même un coût de ton côté pour faire ça. C'était pas des gestes gratuits, c'était pas des actions juste pour ça. Fait que fallait quand même que tu dépenses de tes propres ressources pour le faire. Fait qu'il y avait un coût un coût à ce vilain-là. Fait que, Exact. mais moi, Exact. pour moi, Kaelus, écoute, ça a été probablement l'entrée pour moi dans les jeux euro. Sans mentionner Catan, évidemment, là. Mais dans les jeux euro un peu plus lourds, là, Kaelus, pour moi, a été vraiment une révélation à ce moment-là. C'était. Ouais. Puis peut-être que justement, ça vient teinter ta perspective sur, par exemple, Endless Winter, que tu as trouvé très drabe parce que justement, c'était un amalgame de plusieurs choses sans te donner aucun des sentiments que tu as vécu auparavant. Puis en même temps, ce qui est intéressant dans ce que tu mentionnes, Pierre, euh, puis ça fait écho, en fait, à un petit peu l'esprit individualiste, puis qui répond en même temps à ce que tu dis en toi, à ce que tu mentionnes par rapport à Kaelus. On dirait que l'esprit individualiste c'est transformé, en fait, en véritable jeu individualiste, c'est-à-dire que plutôt que tu confrontes les autres pour les éliminer, chacun joue de son côté et va faire sa petite affaire pour se sentir bien avec soi, se sentir bien avec la machine, puis le système. Puis ben, au final, on se parle pas, il n'y a pas d'interaction vraiment, ou s'il y en a, bon, ben, tu sais, ça va Il y en jamais a de être. l'interaction, mais écoute, dans la plupart des jeux euros, ça va être de l'interaction indirecte. Soit tu Exact, vas exact. voler un spot pour mettre ton ouvrier, ou tu vas drafter un truc avant un autre joueur, ou c'est comme on se bat pour les C'est tr- mêmes objectifs, il y a un peu une course, mais il n'y a jamais d'attaque, il n'y a jamais de coup mesquin, là, ou presque. c'est ça exactement. Mais tu vois, puis ça reflète bien, en fait, l'individualisme dans lequel on est rendu, c'est-à-dire avant, on pointait du doigt, puis on voulait, en fait, éradiquer. Puis tu sais, c'est drôle que tu parles des années 80 parce que tu sais, c'était la guerre froide, on pointait du doigt les autres nations pour aller éradiquer, pour aller mettre son drapeau. C'était ça aussi le but de la conquête de la Moon Race. Puis là, aujourd'hui, ben, tu sais, l'individualisme s'est instauré non pas comme étant uni sous une patrie qui doit s'imposer à tout le monde, mais simplement comme, en fait, la somme de ces parties qui n'est plus un tout, mais qui est tout simplement juste moi, avec mon compte de banque, avec mes réseaux sociaux, avec mon petit cercle d'amis, puis, puis c'est tout. Tu sais, je ne veux pas interagir plus que ça avec les autres. Je ne veux pas imposer ma manière de dire les choses. On est en fait dans une harmonie des deux solitudes comme la littérature anglo-montréalaise l'explique. Là. Euh, Pierre, peut-être t'aurais-tu quelque chose à dire par rapport à ça? Puis je vois le temps qui passe, puis je veux te donner plus de temps que l'autre fois pour tes. Ah. Euh, je pense que c'est un individualisme qui est faussement perçu, probablement, parce que c'est. Je pense pas que c'est dans ce but-là que l'évolution des jeux euros s'est fait.
C'est plus une valorisation du bien-être individuel. Un aspect très constructif, très positif. On on veut attirer une clientèle finalement à tout prix qui va être repoussée par les jeux confrontationnels. Donc, c'est pas pour rien en fait que le marché du jeu n'a jamais été aussi en santé au niveau, je dirais, des ventes, au niveau de l'industrie, mais au niveau de la production, puis au niveau des ventes, puis il n'y a jamais eu autant de variétés de jeux de société qui s'est produit sur le marché, puis autant de ventes qui s'est fait. Est-ce que ça l'a fait que les femmes ont été plus attirées par le hobby aussi? Ben, sans être stéréotypé envers le sexe féminin, ça a été quand même démontré qu'avant que la transformation des jeux arrive depuis 15 ans, les jeux étant un peu plus confrontationnels avant, on voyait beaucoup moins de femmes dans les rassemblements d'événements ludiques et de joueurs. Donc, oui, ça peut avoir aidé, effectivement. Je me souviens très bien quand Les Princes de Florence étaient sortis en 2001, ou en 2000, je pense. Les Princes de Florence a été parmi. C'est souvent référé dans les historiens du jeu, ça, comme étant Oui, celui qui a vraiment donné le virus. C'est celui qui a ouais, créé le virus, comme ouais, le virus de Wuhan qui a fait la pandémie. On attribue aux Princes de Florence la semence qui a amené les jeux euro des 15 dernières années exact. qu'on voit apparaître avec les Luciani puis Danny Garcia et compagnie. Prince de Florence, je me souviens pour les peu de femmes que je rencontrais dans le hobby à l'époque, quand je leur demandais c'était quoi leur jeu préféré, 3 fois sur 4, c'était les Princes de Florence qui étaient nommés. Ça a, Euh, ça a complètement du sens. Mais continue, excuse, Pierre. Ben, c'est ça, en fait. C'est simplement pour voir que la- pour une partie du public féminin qui aime les jeux, si les jeux sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui dans les jeux euro surtout, ben, c'est en partie pour valoriser le bien-être de la personne plus que pour faire de l'individualisme. Euh, et ça reflète aussi un peu, comme tu disais, Vincent, les réseaux sociaux. Mais ça reflète les réseaux sociaux en ce sens que les réseaux sociaux aussi, c'est là pour valoriser l'individu. Pas de Oui. façon nécessairement positive, tout ça, mais bon. Ouais, mais ça prend des Euh, likes. Moi, je remonte au début de Facebook. Dans les débuts de Facebook, il y avait des pouces par en haut, mais il y avait aussi des pouces par en bas. Ça a été Oui. enlevé, ça, après, il y a quasiment 10 ans. Ça fait quand même assez longtemps que ça a été enlevé, mais au début, il y avait les deux. Ouais. Là, ils se sont dit, ben, c'est trop méchant, fait qu'on va enlever les pouces par en bas. Fait que là, il y a Ouais. juste des petits pouces par en haut. Master, on est rendu avec 53 millions d'emojis, là, mais ça, c'est une autre chose. Ouais. Mais en même temps, tu dis ça, Pierre, puis c'est parce que, tu sais, au final, mon bien-être, c'est une somme zéro, là, dans le sens où est-ce que si moi, si moi, je priorise mon bien-être, ben, à quelque part, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être, il va y avoir quelqu'un derrière tout ça qui va en souffrir, tu sais. Ça, je suis Puis pas, là, pas d'accord avec ça du tout, Vincent. mais non, mais attends un Oh, peu, attends. attends, Laissez-moi c'est un finir, terrain laissez-moi finir. glissant, là. Non, non, mais attends un peu. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Quand on pense que mon bien-être est plus important que celui des autres, il y a une somme zéro qui s'installe. Puis je vous donne un exemple très simple. Les gens je veux acheter un jeu de société, je veux acheter un jeu vidéo, je veux acheter du linge, je veux acheter quelque chose qui est fait en Chine. Pourquoi? Parce que je veux me sentir bien, parce que je veux avoir un nouveau jeu, parce que je veux avoir l'air cool, ta. Pourquoi? Parce que je veux me sentir bien avec moi-même. Ben, je m'excuse, mais dans la chaîne au complet, derrière tout ça, il y a des Chinois qui travaillent, puis qui sont dans des conditions atroces, puis qui vont subir des C'est conditions qu'on avait. plus dans le cas. C'est... Tu serais étonné. Les Oui, Chinois ne sont plus dans les mêmes conditions qu'il y a 20 ans au niveau des travailleurs. Parce ça, que c'est pas maintenant, vrai, ça. En tout cas, c'est plus aussi pire que c'était. En tout cas, ils sont dans les mêmes conditions, mais au moins, ils sont payés un peu plus. je pense pas que le parallèle est quand même pertinent, par contre. Le bien-être qu'on valorise dans les jeux euro des 15 dernières années, c'est pas au détriment du bien-être des autres.
c'est un bien-être simplement qui fait fi des autres joueurs sans les ignorer. C'est ça. C'est comme si je te donne un petit bonbon. Je te donne un bonbon, Vincent. C'est pas au détriment de Pierre. J'ai pas pris un bonbon à Pierre puis je te l'ai donné à toi. Là. Je t'en ai donné un, moi. Non, mais tu défavorises. En fait, puis là, ce qu'on parle là présentement, c'est le phénomène de l'exclusion, puis le phénomène des différentes communautés qui se sentent exclues de la société. C'est-à-dire, si tu en donnes un à moi, puis que tu n'en donnes pas un à Pierre, ben Pierre, en fait, est exclu de façon indirecte. C'est ça que je veux dire. Mais l'idée, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui donne un bonbon. L'idée, c'est que tu vas travailler dans ton coin pour aller chercher ce que tu veux. Mais tu vas pas le faire au détriment de l'autre. Puis le jeu ne va pas commencer à t'accorder une récompense en faisant en sorte que l'autre a été pénalisé. Il va simplement te donner une récompense parce que tu as fait ce qu'il fallait pour avoir la récompense. Oui, l'autre exclusion, il faut faire exception, par exemple, des jeux à 2 joueurs. Les jeux qui sont exclusivement à 2 joueurs, aussitôt qu'il y en a un qui a quelque chose de positif, c'est négatif pour l'autre, systématiquement. Encore là, pas tout à fait. Il y a des jeux de 2 joueurs qui vont vraiment fonctionner comme ça aussi. Mais tu sais, quand c'est un tug of war ou quand c'est une course au point, si moi je fais des points positifs, c'est comme si toi tu faisais des points négatifs. C'est l'équivalent. Exact. Oui, dans ce cas-là, oui. Ben, c'est ça. En tout cas, oui. On s'éloigne un peu, puis comme tu as dit, on s'en va sur un terrain glissant, puis je vois l'heure qui passe, puis j'ai pas envie de me coucher à 10 heures. Tu changes en citrouille toi, à 9h45, c'est ça? Exactement, c'est ça. Fait que là, présentement, je suis un gros navet. Fait que si vous voulez pas que je me change en citrouille, on est mieux de passer à Pierre. Puis en plus, Pierre va me faire rester debout jusqu'à 11h du Avant, du les matin, citrouilles, à l'Halloween, c'était des navets. Fait que t'es parfait, Vincent. OK. Je suis l'Halloween. Voilà. Donc, Pierre, on va faire du coq à l'âne et maintenant, on s'en va à la position numéro 47 du fameux top 50 des auteurs les plus influents de l'histoire. Non, c'est pas de l'histoire, excuse. C'est vrai, depuis les années 50. C'est bien ça? Oui, depuis, en fait, la naissance de notre hobby, je dirais. Depuis que les jeux modernes de société sont apparus. Maintenant, les 2 auteurs que je vais présenter ce soir ont 3 choses en commun. La première, c'est qu'ils sont tous nés en octobre. Non, c'est pas vrai. Excusez. C'est des hommes, les 2. En fait, non, ils sont pas nés du tout en octobre, les 2. Ouais, si on veut rajouter une 4e chose, c'est des hommes tous les 2, ouais. Mais la première chose, je te dirais, c'est qu'ils ont été dans les... On a parlé d'eux dans les 50 jeux les plus influents de la saison 10, parce qu'ils ont chacun commis un jeu qui a fait partie de cette liste-là. La deuxième, c'est qu'ils ont chacun cette stimulation de faire ce qu'ils font à cause d'une volonté de s'évader. Pour eux, le jeu, c'est vraiment une forme d'évasion dans ce qu'il y a de plus pur, je dirais. Et puis, la troisième chose, c'est que ce sont des types qui ont vraiment à cœur d'encourager l'industrie et ils ont su faire profiter à des personnes qui commencent après eux. Ils ont su faire profiter à eux de leur statut leur statut notoire, finalement, de personnes qui ont percé et qui se sont même classées dans les plus fameux. Ils ont réussi à encourager l'industrie avec ça. Le premier des 2 donc, a été un peu difficile numéro 47. La position numéro 47, merci Antoine, parce qu'on était rendu à 47 et cette personne-là a scoré un score de 60 sur 100. Et ces points, il les a eus surtout à cause du critère culturel et du critère, je dirais, influence. Parce qu'au niveau intériorité, ce n'est pas un auteur qui a été... Ça fait pas si longtemps que ça qui est dans le marché.
Une autre transformation, oui, mais avec des réserves, hein, parce que c'est ça qui me fait vraiment hésiter à le mettre dans cette liste-là. Euh, Monsieur Rob Daviau est avant tout, je dirais, un excellent et même peut-être l'un des plus fameux développeurs de jeux de société dans l'industrie. Mais au niveau création, par contre, il est beaucoup plus discret. Euh, et on le voit souvent accompagné d'un autre nom sur une boîte de jeu. Et même qu'on le voit souvent à cause de ce qu'il a fait vraiment connaître, on le voit souvent associé à des jeux qui ont été publiés avant, mais qui ont fait peau neuve à cause de ce qu'il a amené à ces jeux-là. Et là, ben, on parle bien sûr du fameux Pandémie Legacy, mais on parle aussi de tous les jeux Legacy. Les Ouais, jeux parce Legacy qu'avant la qui sont... pandémie, il y en a eu au moins un, d'autres, qui en a fait. Avant la pandémie, il a fait Risk Legacy, Mhm. qui est le jeu finalement qui s'est classé dans les 50 jeux les plus influents de la saison 10 de Qui n'était Balado pas Geek. officiellement le premier jeu Legacy. C'est officiellement le premier jeu Legacy et on raconte assez bien. Simon, en fait, raconte très bien comment ça s'est produit, ce phénomène-là. Et c'est quand même assez intéressant comme histoire. Euh, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Rob Daviau, s'il a créé ça, c'est parce qu'il est lui-même quelqu'un de profondément stimulé par les histoires à raconter. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, a été stimulé par ça. C'est vraiment ça qui le motive le plus à avoir du plaisir dans la vie. Évidemment, le jeu va faire partie de ça. C'est vraiment son hobby préféré. Mais c'est quelqu'un qui aime vivre des émotions à travers la narration ou à travers les sensations. D'ailleurs, c'est aussi un homme qui adore cuisiner. Quand il ne joue pas des jeux, Oh, un il se... autre parallèle avec toi, Pierre. Toi qui Oui, aimes la effectivement, gastronomie. on a quand même des points communs, lui et moi, parce qu'il aime autant les jeux que la nourriture, comme moi, c'est le cas aussi. Et vous êtes Euh, nés les deux dans le mois d'octobre. non, non. Mais on est nés tous les deux dans les années 70, par contre. Euh, et 1870, on le sait, Pierre. oui, c'est ça. Moi, c'est vrai, il y a un siècle qui nous sépare. Euh, mais Rob Daviau, quand je dis qu'il adore les histoires qu'on raconte, c'est que vous pourriez d'ailleurs le découvrir un peu plus en profondeur en suivant le podcast de notre excellente auditrice et fan Paul Gara, qui l'a interviewé à Gen Con en 2025 et qui a dressé dans son entrevue les 5 jeux qui ont vraiment influencé la carrière de Rob Daviau. Parce que Rob Daviau ne se destinait pas à être un créateur de jeux important. Il était avant tout, en fait, il a voulu être un rédacteur publicitaire. Il a commencé sa vie professionnelle comme ça, mais il a bifurqué assez vite dans le monde des jeux parce qu'il a appliqué chez Hasbro pour Tu as dit une rédacteur publicitaire. directeur Ben, publicitaire, copyright writer. si on fait quand même un parallèle avec ça, quand tu fais de la publicité, tu racontes des histoires aussi. C'est exactement là que je m'en allais, en fait. C'est que déjà en partant, on voyait que raconter des histoires pour lui, c'était quelque chose qui l'animait. Donc, il a choisi un métier où il pouvait faire ça. Raconter des histoires convaincantes, parce que c'est ça qu'on fait quand on est un rédacteur publicitaire. Mais quand il a voulu appliquer chez Hasbro, parce qu'il aimait beaucoup jouer à des jeux aussi, euh, ben, il a voulu appliquer sur un poste où il pensait qu'il était pour faire de la rédaction publicitaire, alors que c'était pas le cas du tout. Pendant son entrevue, où il appliquait pour son poste, à mesure que les questions se posaient, il a commencé à réaliser que il n'était pas en train d'appliquer pour un poste de rédacteur publicitaire. Il était en train d'appliquer pour un poste de auteur euh, de Hasbro, un auteur finalement maison qu'on appelle, des auteurs qui sont là pour créer des jeux exclusivement pour les maisons d'édition qui les engagent. Et sa tâche pour laquelle on voulait l'engager, c'était pour essayer de faire des versions spéciales de jeux de société. Il est arrivé à l'époque
Davio, où Hasbro commençait tout juste à commencer à faire des éditions spéciales de Monopoly. Alors que maintenant, on en connaît des milliers, ou au moins des centaines d'éditions spéciales de Monopoly. Lui a fait partie des premières à créer des éditions Monopoly. Ça Et me fait il a penser en fait fait aussi. à ce qu'il fait avec Restoration Games. Ben voilà. Ce qui a fait que Davio a fait ce qu'il a fait ensuite, quand j'ai dit qu'il était un excellent développeur avant d'être un créateur, c'est parce qu'il a commencé sa carrière en faisant ça. Quand Hasbro l'a engagé, c'était pas pour créer des nouveaux jeux de A à Z, c'était pour bonifier des jeux, leur faire des nouvelles moutures pour essayer de réanimer les consommateurs à venir acheter chez Hasbro. Et il a quand même réussi avec ses versions spéciales, mais il ne s'est pas empêché de créer des jeux aussi avec Craig Van Ness, qui était un autre auteur maison qui était engagé là-bas. Et eux deux, ils ont créé vraiment des succès assez forts, des succès de franchise, parce que, bon, qui dit Hasbro va forcément dire des jeux à propriété intellectuelle. Alors, ça n'a pas pris de temps que quand les films de Star Wars, c'est-à-dire la deuxième trilogie, à l'époque exacte où Davio s'est fait engager par Hasbro, la deuxième trilogie de Star Wars, les épisodes 1, 2 et 3 sont sortis. Et l'épisode 1 avait déjà inspiré Davio et Van Ness à créer Star Wars The Queen's Gambit. Le C'est ça, jeu, il c'est est à peu près le plus cher à trouver en ce moment. On s'entend que c'est un dans jeu les de jeux l'an de. 2000, mais si vous trouvez une copie de ça à moins de 1000 $, vous êtes vraiment chanceux. Sautez là-dessus. Exact. C'est Attends un dans peu, tous il est les rendu jeux. 1000 $. Oh, Wow. plus que ça. OK, excuse. Vas-y. Oh, oui, mais en fait, oh, si vous voulez une autre version de ça, il y a Risk Star Wars qui est sorti quelques années après, qui a un peu des similitudes avec Queen's Gambit, mais beaucoup moins cher. Et qui n'est pas beaucoup moins cher parce que beaucoup moins spectaculaire sur une table, parce qu'il faut Oui, dire que Queen's Gambit qui fait son engouement, c'est qu'il a une présence de table absolument époustouflante. Un plateau qui représente le palais de la princesse Amidala en 3 étages. Un autre plateau à côté avec 2 armées qui s'affrontent. Un autre plateau à côté où on voit Anakin Skywalker se déambuler avec son vaisseau pour essayer d'attaquer les ennemis, finalement. C'est très, très festif comme jeu. On est dans l'ambiance de Star Wars dès le départ. Et ça, mais ben, pour te dire, Risk Star Wars a un peu le même principe avec 3 batailles, c'est juste moins grandiose. On s'entend que c'était un ouais, jeu Hasbro qui se vendait 25-30 $ à peu près. Fait que c'est ouais. sûr qu'on n'a pas la même quantité de matériel, quoiqu'il y a quand même beaucoup de petites mini figurines dans Risk Star Wars, mais est-ce que c'est lui qui le fait d'ailleurs aussi, Risk Star Le risque de Wars? Star Wars, je pense qu'il a dû avoir son mot à dire, mais en même temps, je ne suis pas certain parce qu'il était sorti de chez Hasbro à ce moment-là, il me semble, pour devenir auteur indépendant. Mais il a sûrement été consulté pour voir qu'est-ce qu'on pouvait ajouter. Euh, mais n'en demeure pas moins que Star Wars The Queen's Gambit est devenu un jeu culte à cause de ça. Et on voit tout de suite, l'histoire ne dit pas si c'est Davio qui a eu l'idée de faire le jeu dans sa présentation qu'on lui connaît. Mais on ne serait pas surpris d'apprendre ça, parce que Davio, comme je l'ai dit, c'est une personne qui adore se faire raconter des histoires et qui va mettre le paquet pour raconter des histoires pour vraiment évader. Euh, Son jeu préféré à Davio, c'est Le plus Québec. que. Ah. Juste petite Son jeu- parenthèse, en fait, il y a un auteur qui a fait les deux, qui a fait Queen's Gambit et Risk Star Wars, et c'est Craig Van Ness. Ouais, c'est celui que je mentionnais tout à l'heure, qui était engagé chez Hasbro. Euh, donc, il est aussi dans la première version. Euh, le jeu préféré de Davio, ce n'est pas simplement un jeu, c'est une année et un lieu. Lorsqu'on lui demande c'est C'est quoi son jeu préféré, c'est octobre 1870.
Ouais, c'est ça, Vincent. Et Donjons et Dragons. Et c'est Donjons et Dragons en 1982, dans le sous-sol des parents. Et pourquoi c'est Donjons et Dragons en 1982 dans le sous-sol des parents? Parce que dans ce temps-là, Rob Daviau avait 12 ans. Il venait découvrir Donjons et Dragons. Il était dans l'euphorie totale. Et c'était le meilleur jeu pour lui qui existait parce que c'était littéralement un jeu où tu racontes des histoires puis tu t'amuses à travers l'histoire qu'on raconte. Et c'est lui, bien sûr, qui était aux commandes de l'histoire qu'il racontait avec ses amis qui venaient chez ses parents dans le sous-sol pendant tout l'été. Et comme il avait 12 ans, il n'y avait pas d'autre responsabilité que de jouer. Alors, c'est ça qui fait que c'était l'euphorie pour lui. C'était la meilleure période de sa vie. Et il est souvent nostalgique, Davio, lorsqu'il parle de son enfance. En fait, il parle souvent de son âge. On sent que ça le dérange de vieillir. On sent que son enfance est étroitement associée à l'amusement dans les jeux de société parce que c'est dans l'enfance qu'on vit l'émerveillement et l'innocence. Et c'est ça pour lui les ingrédients d'un jeu à succès. C'est quand on plonge. Tu penses-tu que Stranger Things se sont basés sur son histoire? Son deuxième nom, c'est-tu Mike Wheeler, coudonc? On dirait que tu parles exactement de l'histoire, de l'anecdote des petits gars dans Stranger Things. Bref, continue. Ben écoute, c'est quand même intéressant que tu le dises, Vincent. Dans les peu de jeux que Rob Daviau a créés tout seul sans faire un legacy, on retrouve Stranger Things Upside Down. Le jeu de société qui a été commandé par les frères Duffer qui ont créé la série de Stranger Things et qui voulaient avoir un jeu de société. Et ce jeu-là avait été commandé initialement à Matt Leacock, créateur de Pandémie. Mais Matt Leacock était débordé dans ce temps-là à faire d'autres jeux. Et comme il avait fait connaissance avec Rob Daviau dans le passé pour créer Pandémie Legacy, il a appelé Daviau et il a dit on m'a demandé de faire un jeu coopératif sur Stranger Things. C'est les créateurs de Stranger Things eux-mêmes qui l'ont demandé. Est-ce que ça t'intéresse? Et avant même qu'il finisse sa phrase, Davio disait oui, ça va être parfait pour moi, je vais le faire. Parce que Davio, quand il a vu Stranger Things, pour ceux qui ne connaissent pas la série Stranger Things, ça commence avec une partie de Donjons et Dragons, jouée par des adolescents, dans le sous-sol de la mère d'un des joueurs, celui qui est le maître de jeu, en 1982. Alors, quand Davio a vu la première scène de la première émission de Stranger Things dans la saison 1, il est resté figé. Et sa femme lui a dit qu'est-ce que t'as? Et il a pris encore 5 secondes avant de répondre, puis il a dit je pense que je viens de faire un voyage dans le temps. Et puis, évidemment, ça prenait juste lui pour faire le jeu sur Stranger Things. Et ça a été très, très bien reçu aussi. Ça a été fait en 2023 et les gens ont adoré ça. Les critiques du jeu l'ont adulé. Il a fait partie du top 10 de plusieurs influenceurs cette année-là, pour l'année 2023, dans les 10 meilleurs jeux, parce que c'est un jeu très bien fait. C'est un jeu coop. Un des rares jeux avec une propriété intellectuelle qui est bien sorti, on s'entend. À part peut-être les jeux qui sont faits par Prospero Hall, qui eux autres étaient spécialisés dans les jeux à licence. C'est une des rares fois qu'on voit un jeu qui sort bien. Là. Et je pense que c'est le seul design que Rob Daviau a fait tout seul, ou presque. Ah non, il en a fait d'autres aussi. Il a fait un jeu en 2001, Hasbro lui avait demandé de faire un jeu d'après le dessin animé du film de Walt Disney de Atlantis. Dessin animé de l'Atlantide, en fait. Il a fait aussi un jeu en 2006 qui s'appelait Wild Hordes, qui est un jeu de levée. Où on gagne des levées pour gagner des cartes spéciales qui vont donner des pouvoirs après. Ça a été sorti seulement en Allemagne par la filiale Parker Brothers là-bas. Il a fait également un jeu en 2019 qui s'appelle Ship Shape. Excellent jeu d'ailleurs. Familial, très digne de ce qu'il pouvait faire chez Hasbro, mais complètement original, où est-ce qu'on fait on fait des enchères aussi là-dedans pour essayer d'aller chercher des morceaux de plaquettes trouées que Antoine vous tient dans les mains et qu'Antoine va probablement pouvoir vous témoigner de comment c'est bien ce jeu-là. En fait,
le principe est vraiment intéressant parce que ce sont des petites plaquettes en mousse avec des symboles dessus. Donc, je vais vous en sortir quelques-unes. Donc, vous avez des petites plaquettes comme ça en mousse. Et ce que vous allez devoir faire, c'est les superposer et venir cacher les symboles. Donc, vous allez avoir seulement les symboles qui vont être visibles ici. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher donc, des symboles spéciaux. Donc, vous avez de l'or, vous avez des barils, vous avez aussi des canons pour essayer d'attaquer votre adversaire. Petit bémol, il y a 3 symboles différents seulement. Et vous avez aussi des rats qui apparaissent sur votre bateau que vous allez devoir cacher. Par contre, sur les 3 symboles, il y en a 2 qui scorent exactement de la même façon. Donc, ça manque un peu de variété. Mais le principe est vraiment intéressant. C'est original, en tout cas. Comme j'étais allé le chercher justement à cause de ça. Donc, c'est les mêmes qui ont fait Tsuro. Donc, c'est Calliope Games, là, qui n'est pas un gros éditeur, mais américain. Oui, ben quand je disais au début que les deux auteurs que je présente, Davio encourage les petits éditeurs, c'est la preuve. Même s'il vient de Hasbro. Et Restoration Games, c'est un éditeur, finalement, que Davio a encouragé, sans le vouloir là, au début, mais c'est parce que c'est son avocat, son avocat personnel, qui voulait se partir une maison d'édition et qui a demandé à Davio s'il voulait être de la partie. Alors, Davio a absolument accepté ça quand il a su c'était quoi le concept de l'édition, c'est-à-dire d'aller chercher des vieux jeux de son enfance à Davio pour les ramener avec une nouvelle peau, un nouveau acabit. Et puis évidemment, tous les jeux qui sont sortis sur Restoration Games témoignent de la patte de Rob Davio. Seafall, par contre, c'est son jeu probablement qui a été son échec. Ouais, ça, c'est la grosse tâche sur son résumé, comme on dit. Effectivement, c'est lorsqu'il a tenté de créer lui-même un jeu Legacy de A à Z et il s'est aperçu finalement que c'était peut-être pas aussi facile que ça l'était parce que créer de A à Z comparativement à prendre un jeu Il l'a déjà fait transformé en Legacy, ouais. C'est Là, il a pas créé, du tout le système au complet de jeu là, à la base. Donc, il a créé le Legacy à même le jeu, le design de base. Mais ça a été assez... En fait, le gros problème de ce jeu-là, ce que j'ai compris, parce que je ne l'ai jamais joué, c'est que la courbe d'apprentissage, elle est horrible. Le premier scénario, ça va, et après ça, ça devient tellement complexe très rapidement que ça devient extrêmement difficile pour les joueurs. Ben en fait, c'est que moi, je l'ai fait, la campagne. Jusqu'au bout, tu as été capable de survivre? Ben, en fait, ce qu'on s'est dit, quand on l'a fait, on s'est rencontrés 8 fois, puis à un moment donné, on était tannés, on a dit, et si tous nos jets de dés étaient des réussites? Fait que là, on a fait, bon, ben, on va jouer comme ça. Fait que là, on a décidé de clencher en dedans de 3 heures tout le reste du jeu parce que tous nos coups étaient des réussites. Fait qu'on continue. Fait que, en gros, on s'est spoilé. Et c'est pas juste, en fait, les règles. C'est l'histoire qui est sans queue ni tête, c'est d'une écriture médiocre. Et qui ne tient pas la route du tout au niveau. Puis c'est pour ça que c'est un petit peu, en fait, particulier que tu dises qu'il aime raconter des histoires, parce que il tombe dans des clichés vraiment, vraiment des clichés banals qui sont que tu dis, c'est sûr que ça s'en allait là. Pourtant, c'est Planet Games qui a fait ça en plus. Et Planet Games sont habitués de faire des jeux de storytelling. Ou raconter des histoires. Ouais, ils ont fait Mice and Mystics. Ils ont fait le jeu avec les pluches, Histoire de pluches, en fait, aussi. Oui, parce qu'il y a peut-être Planet Games qui est derrière ça aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un travail d'éditeur avant que le produit final sorte. Ça se peut que Planet Games a voulu tomber dans ces clichés-là. Mais en fait, je vais être plus précis pour Davio. Il aime raconter des histoires, mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est vivre des émotions. J'en ai vécu des émotions avec Seafall. Ben, c'est ça. Peut-être pas les bonnes. Mais tu peux... Et vivre des émotions pour Davio, c'est souvent vivre des moments mémorables.
Il veut Ah, écoute, avancer. c'est mémorable sur un moyen temps. Le problème, Ben moi, oui, exactement. le problème que je vois, Pierre, avec Rob Daviau, c'est que à plusieurs reprises, je vois le nom de J.R. Honeycutt avec plusieurs de ses jeux. Donc, il a collaboré avec lui à plusieurs reprises. Et cette personne-là est un être humain immonde et qui a été maintenant blacklisté du monde du jeu à cause d'histoires en fait, d'agression sexuelle sur sa copine. Donc, ça, c'est Ouais. peut-être un petit bémol. Si vous regardez les jeux, sachez que ça se peut que vous encouragiez cette personne. Peut-être. Mais ça enlève rien À M. à Davio, l'empreinte. absolument pas. Puis même dès que l'histoire est sortie je vais redonner ça à M. Davio, il a dit qu'il se dissociait totalement de cette personne à partir du moment qu'il a su l'histoire. Donc, chapeau à lui Ouais. pour avoir tenu son bout. Oui, parce que tu es un homme très sensible aussi. C'est un gars qui va tellement être sensible et nostalgique et pro-émotif qu'il va même, il s'est même déjà acheté des scénarios de Donjons et Dragons des années 70 qui ont été réédités, en sachant très bien qu'elle n'allait pas rejouer à ces scénarios-là. Mais il les a achetés simplement pour les avoir. Simplement pour avoir l'émotion que ça procure. Même qu'il raconte dans une entrevue que quand il les a vus à vendre, il a commencé à verser des larmes et puis sa femme était à côté de lui. Puis elle a dit: mais pourquoi tu pleures? Puis il a dit: tu comprendras pas. Ça me rappelle la fois où j'ai été ici au comptoir familial et j'ai trouvé la boîte rouge originale de Donjon Dragon avec les dés bleus poudre à l'intérieur, qui était la première version qui se vendait en français, je pense, au Québec à l'époque. J'ai trouvé la boîte intacte, complète, avec tous les petits dés qui étaient vraiment dégueux. En fait, les petits dés bleus poudre, là, c'était vraiment... j'ai payé ça un 2$. J'ai dit, Bon, je peux pas laisser ben, ça là. J'ai dit, ça, c'est un morceau de l'histoire. Là, t'as ceci dit, dit à ta femme, tu comprendrais pas. Non, mais je l'ai donné à mon beau-frère. Moi, je jouais pas à des jeux de rôle, mais lui, je savais. Fait que lui, je savais qu'il l'apprécierait. ben voilà. Et c'est ça, en fait, qui fait que Davio se classe dans la liste. C'est qu'il il a vraiment fait un point d'honneur dans tout ce qu'il touche dans les jeux de société. Un point d'honneur pour faire en sorte que quand les joueurs jouent, ils vont se rappeler de leur expérience autour de la table avec la partie qu'ils vont avoir faite, parce que c'est ça qu'ils visent avant tout. Il même dit qu'un jeu qui est trop équilibré, ça ne mérite pas d'être fait. D'abord, ça n'existe pas. Un jeu parfaitement équilibré, mais il dit plus un jeu est équilibré, moins tu vas probablement vivre des sensations mémorables parce que les choses vont toujours s'ajuster. Alors que quand tu vis des choses extrêmes, c'est là que tu peux raconter 10 ans plus tard, te souviens-tu de ce qui s'est passé? C'est d'ailleurs l'anecdote lui a même poussé à proposer de faire une règle dans la création de Heroescape. Lorsqu'il était encore chez Hasbro, il a participé à la création de Heroescape avec Stephen Baker et Craig Bagness encore. Et dans Heroescape, on fait des personnages qui viennent de tout horizon, toute période chronologique confondue, qui vont s'affronter dans un pays imaginaire qu'on va créer de nous-mêmes, de toutes pièces, avec des plaquettes. Et il y a des règles de scénario, évidemment, selon ce qu'on va prendre comme scénario. Ici, le scénario a de la lave. Davio, lui, avait dit, on va faire une règle. Quand un personnage va aller dans la lave, il va avoir une chance de survie. Mais pour survivre, il va falloir qu'il lance le D20 2 fois. Puis s'il a 20 2 fois de suite, il a survécu. Fait que t'as quand même Là, une évidemment, les chance sur autres. 400. Oui. Mais si ça arrive, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Et c'était ça l'argument que Davio avait donné à ses compères pour que la règle soit dans le jeu. Et c'est la même chose pour Stranger Things. Quand il a fait Stranger Things, il voulait en faire un jeu qui était peut-être pas le plus dur des jeux coopératifs, de tous les jeux coopératifs, mais suffisamment difficile pour que ça doit quand même donner des sensations que tu te rappelles. Parce que c'est un jeu de gestion de risque, Stranger Things, quand il a pensé à ça. Il y a vraiment de la gestion de risque à tout bout de champ dans le jeu.
On joue des cartes avec des chiffres qu'on va essayer d'utiliser pour battre des scores qui sont présentés sur le plateau, mais qui ne sont pas révélés en entier. Il y a une partie du score qu'il faut battre. L'autre partie est cachée. Alors, il va falloir qu'on essaye de déduire c'est quoi la partie qui est cachée, qui manque, pour qu'on essaye de battre le score au complet. Et c'est ça dans pratiquement toutes les actions qu'on fait. Ça, c'est à part du fait qu'on va jouer avec le danger si on joue trop de cartes pour essayer de battre le score. Disons qu'on a un score de 10 à battre, puis on veut jouer on veut mettre 15 avec nos cartes pour être sûr de battre le 10. Ben, dans les cartes qu'on va jouer, il va y avoir des cartes qui vont avoir des symboles de danger. Et pour chaque symbole de danger qu'on va avoir, on va faire apparaître des cartes d'obstacles ou de monstres qui vont nous attaquer. Alors, est-ce qu'on veut vraiment le faire? C'est comme ça que Davio réfléchit. Il veut vraiment nous faire procurer un stress. Il veut nous donner des sensations fortes, que ce soit positives ou négatives. Il veut vraiment que les joutes soient mémorables et il veut aussi faire ça par l'entremise de scénarios qui vont être mémorables aussi. Et de là que est parvenu aussi son principe de legacy, qui est vraiment la définition même de ces affaires-là. Ça me tente pas plus de rejouer à Seafall ou encore Betrayal Legacy. C'est bizarre. Je sais pas. À Betrayal Legacy, d'ailleurs, il y avait une anecdote. Il a voulu, simplement pour le plaisir de le faire, jusqu'à temps qu'il réalise que ça coûterait de l'argent. Mais il voulait, à l'origine, dans chacune des boîtes de Betrayal Legacy, insérer un doigt en plastique coupé, plein de sang. Il n'y avait absolument aucune règle dans le jeu qui était associée à cet accessoire-là. C'était simplement pour provoquer une réaction de surprise quand tu ouvres la boîte. C'est le genre de gars qui fait des coups à sa femme comme tu t'attendrais pas. Tu sais. Genre, c'est comme il veut lui faire vivre des émotions. On va se le dire, Betrayal at House on the Hill, ça reste un jeu qui raconte une histoire de façon très claire parce que quand tu vas déclencher le scénario, il va justement avoir une espèce d'histoire qui va être lue. Et ça crée des moments mémorables aussi. Le jeu est totalement débalancé, mais le jeu est quand même mémorable, puis t'as du fun et t'as une tension qui va monter. Donc ça coche tout ce que Pierre vient de dire un après l'autre. C'est le jeu probablement le plus débalancé que je connaisse, mais c'est pas grave. Tu y joues pareil, puis t'as du fun pareil. Exactement. J'étais des joutes de Betrayal Legacy avec Vincent, puis je peux confirmer effectivement que ça ne m'a pas impressionné comme jeu non plus. Mais je m'en rappelle. Je me rappelle très bien de ce qu'on faisait dans ce jeu-là pendant qu'on jouait. Je me rappelle des séances qu'on avait à faire, des espèces de gestes spéciaux qu'on faisait tout le groupe ensemble pour mettre de l'ambiance dans le jeu, puis c'était quand même assez réussi. Il paraît que la version Scooby-Doo est très bonne aussi, d'ailleurs. Je n'y ai pas joué. Mais hey, toujours est-il que... Oui, vas-y. Toujours est-il que le temps nous manque et il va falloir que je passe à l'autre auteur. Ah, c'est ça, les grands esprits se rencontrent. N'est-ce pas? Donc, c'était numéro 47, Rob Davio. Alors, numéro 46. Le 46, c'est un score de 61 sur 100. Lui aussi performant beaucoup dans l'influence et dans la culture, mais aussi un petit peu plus dans la transformation. Parce qu'il a quand même apporté quelque chose de parfaitement révolutionnaire dans le jeu. L'auteur de Dixit, Jean-Louis Robira, a amené vraiment une facette qui était vraiment très, très peu exploitée dans le monde des jeux avant son arrivée, c'est-à-dire les jeux d'expression par image. Depuis 2008, donc depuis la sortie de Dixit et des 12 millions de copies qui ont été vendues en ce janvier 2026, en date de janvier 2026. La dernière fois qu'on avait parlé de Dixit, c'était dans la saison 10 de Ballon Ludique. À ce moment-là, on était à 8 millions de copies vendues, ou 7 millions. Donc, le jeu performe toujours aussi bien. C'est un jeu, bien sûr, qui, je pense que tous ceux qui nous écoutent savent que c'est un jeu qui a été dans le paysage ludique de pas mal de familles, qui se prête à pas mal de public, parce qu'il est d'une simplicité déconcertante et qu'il touche tout le monde, et qui reflète très, très bien l'esprit et la personnalité de son auteur.
Roubira, on pense que ça pourrait être l'auteur de ce seul jeu, mais pourtant, ce n'est pas le cas. Là, je vais te poser une Roubira, c'est question. Est-ce que, pour Dixit, est-ce que c'est Jean-Louis Roubira qui est le plus important ou est-ce que c'est Marie Cardois? ça, c'est évidemment une bonne question posée. Parce que tant qu'à Mais moi, si Marie Cardois n'est pas là, Dixit est probablement un flop. ben oui, effectivement. Mais je dirais que si Dixit n'avait pas été là, Marie Cardois n'avait pas été là non plus. Il fallait que ça T'as un point. génère avant. Le jeu était généré avant. Et si ça se trouve, Dixit a permis ensuite aux illustrateurs des jeux de société d'être mentionnés sur les boîtes de jeux. Parce que depuis que Dixit est arrivé sur le marché, on a de plus en plus accordé d'importance à mettre les noms des illustrateurs de jeux sur les boîtes de jeux avec les auteurs. Maintenant, Roubira, je vous disais qu'il y a une personnalité à l'image de son jeu, mais au-delà même, parce que si on s'attarde à sa ludographie, on s'aperçoit que ce n'est pas le type, c'est pas l'auteur, un auteur qui se spécialise uniquement dans des jeux de communication, d'expression. Il a effectivement créé d'autres jeux où est-ce qu'on s'exprime, comme Fabula, où on raconte des histoires, où on participe à des histoires collectives à raconter ensemble, ou Feelings, qui est un jeu qui favorise l'empathie et qui va encourager les joueurs à essayer de reconnaître les émotions que les autres joueurs autour de la table pourraient avoir devant d'autres situations. Qui C'est un jeu s'adresse d'ailleurs surtout aux jeunes, en fait. qui peut en fait, il a été fait au départ, comme Dixit avait été fait au départ. Si vous écoutez la saison 10 de Balado Ludique, vous allez voir que Dixit, dans son historique, avait été créé à la base pour être pratiqué avec les patients de Dr Roubira, parce que, il faut le dire, Dr Jean-Louis Roubira est un psychiatre pour l'enfance. Et Feelings et Dixit ont été créés dans le cadre de son travail. Toutes les deux pour aider ses patients à s'exprimer. Et les deux jeux ont eu un succès fou, bien sûr, dans ce cadre-là. Et Feelings, au départ, a été créé de façon très discrète et ça a été très peu diffusé. Mais ça n'a pas tardé, par contre, après ça, à être plus connu à cause du bouche-à-oreille, à cause, entre autres, que Jean-Louis Loubriard en a parlé à un membre de jury de l'As d'or à Cannes, qui, lui, est tombé en amour avec Feelings. Et finalement, le jeu a connu une deuxième vie en 2020. Il était sorti en 2015 dans sa première édition. En 2020, il renaît dans une version plus coopérative encore et beaucoup mieux diffusée, en fait, diffusée au niveau mondial. Et Mais ça puis, reste ça a un été petit éditeur de base de Acton Games. C'est pas Oui, un mais on éditeur. voit, on voit qu'il y a un éditeur, les éditeurs chinois, japonais aussi, qui sont sur attardés au jeu pour en faire une version dans Hobby leur pays. World, ouais, qui est un éditeur russe, je crois. Oui, effectivement, Hobby World l'a fait en russe, Jelly Games l'a fait à Hong Kong. Je pense qu'il y a Siam aussi qui l'a fait, Siam Exact. Board Games qui l'a fait. Donc, l'Asie s'en est emparée assez vite de ce jeu-là. Ce qui témoigne encore une fois que Rubira sait mettre le doigt sur des jeux universels. Assez universels même pour aller dans l'autre spectre de ses créations, parce que Rubira, comme je l'ai dit, c'est une personnalité qui n'est pas seulement à une facette. Il a appris les jeux. En fait, je vous dirais que même les trois jeux qu'on lui a déjà demandé qu'il utiliserait pour apprendre à connaître des gens, il a dit Dixit, évidemment. Les deux autres jeux qu'il a nommés, ce sont les échecs et le poker. Et ça donne finalement un indice sur le genre de jeu qu'il aime aussi. C'est quelqu'un qui va aimer autant se creuser la tête d'une façon très intense et cérébrale que de savoir connaître l'humain à travers des facettes beaucoup plus instinctives. Mais dans l'épreuve de son côté cérébral, le premier jeu que Roubira a créé avait gagné le concours de Bouillon-Bouillancourt et l'As d'or en 2001. Et on parle ici Vérico. du Jurico.
L'As d'or, stratégie, en fait, qui serait un peu l'équivalent pour aujourd'hui, parce que l'As d'or s'est métamorphosé dans ces catégories depuis les années que ça existe. Maintenant, il y a seulement 3 catégories dans les As d'or, et la catégorie stratégie serait un peu l'équivalent des jeux initiés. Jericho, c'est un jeu initié. C'est un jeu, quand on y joue, c'est vraiment quelque chose auquel il va falloir être préparé avant de s'y plonger parce que ça demande beaucoup de réflexion. C'est un jeu. Pourquoi ça s'appelle Jericho? C'est parce qu'il faut faire des tours, un peu comme à l'image des tours qu'on pouvait voir dans la ville de Jéricho dans l'Antiquité. Puis il faut en faire 7 parce que le chiffre 7 dans l'histoire de Jéricho est très, très présent dans le mythe, je dirais, judéo-chrétien Jéricho. C'est comme ça que le chiffre 7 a été associé à Dieu, finalement. Et il faut gagner cette fois des combats de tours dans ce jeu-là. Et c'est très brillant comme jeu parce qu'il faut faire des. C'est un jeu d'empilement. Et il faut faire des tours sur des lignes qui sont diagonales, horizontales ou verticales. Et on a chacun une moitié du plateau. Et les lignes vont de tout bord, de côté à travers les 2 parties du plateau. Et si on joue une tour, on peut la jouer sur notre partie du plateau ou dans la partie de l'adversaire. Donc, on peut jouer une tour pour notre adversaire. Et pourquoi qu'on ferait ça? Pour provoquer un combat de tours. Parce que quand 2 tours sont dans la même ligne, là, on les compare. Laquelle est la plus forte? La plus forte ne sera pas la plus haute. La plus forte va être celle qui va avoir le morceau d'étage le plus haut. Donc, qui est sur le dessus de la tour. Alors, si on a une tour à 5 étages et que le dernier étage, c'est un morceau qui vaut 1 étage et qu'on a un autre tour qui est à 3 étages et que c'est un morceau de 1 plus un morceau de 2, ben c'est la tour à 3 étages qui va gagner. Donc, c'est constamment d'être à l'affût de comment on peut provoquer finalement des défaites chez l'adversaire autant que des victoires de notre côté. Et c'est un jeu très global. On a une vision d'ensemble très sommative. Et ça, c'est ça qui caractérise l'esprit de Rovira. Il est quelqu'un qui va voir les choses dans leur ensemble. C'est quelqu'un aussi de communautaire. Il aime que les choses soient partagées, qu'elles soient disponibles, qu'elles soient accessibles à tout le monde dans ses jeux. Jericho, Son pour dernier... moi, me fait penser visuellement là, presque à un jeu du projet GIF, en fait. Oui, ben d'ailleurs, c'est sorti à la même époque. Et ça a été... on a tôt fait de le comparer à ce genre de jeu-là. D'ailleurs, Ou à c'est... Quarto, ou ce genre de jeu abstrait. Oui, absolument. C'est dans le même acabit et je dirais bien que ça a les mêmes qualités. C'est un jeu qui mériterait une réédition, assurément. Parce que maintenant, il est introuvable. Il y a Tu me Mais... dépies, toi, Pierre. En fait, Ah, d'ailleurs, ah. l'artiste en fait, qui a fait les illustrations, c'est Régis Bonessé. En plus, ce qui était quand même très drôle. Et à l'époque en fait, oui, ça c'est très drôle parce que il a été produit le jeu à l'époque où Régis Bonessé et Jean-Louis Barra se sont connus. Ils sont devenus inséparables ensuite. Euh, Parce que Bonessé, c'est lui qui a créé Libellude, qui a finalement été la maison d'édition qui a créé Dixit. Mhm. Et Bonessé, pour ceux qui ne connaissent pas Bonessé, ben, c'est un auteur finalement qui a été responsable aussi d'un jeu qui s'appelle Seasons et qui s'appelle aussi un autre jeu qui s'appelle. Non, c'est tout. Non, non, il y en a d'autres, il y en a fait d'autres aussi. Là, c'est parce que tu as probablement la Ah, c'est la page page de d'artiste, Bonessé. effectivement. C'est ça. Non, il a fait aussi Himalaya qui est devenu Lords of Xedit. Bon, bref, Mais je ne m'attendais pas l'éditeur trop de trop sur Régis Jericho, Bonessé. c'est Startis et c'est le seul jeu qu'ils ont fait. Oui, c'est pour ça qu'il est rare. Est-ce que tu l'as, toi, Pierre? La grosse question qu'il fallait répondre. Et non, je ne l'ai pas, Vincent. Ah, tabouret fort, je le trouve. On sait Ah, c'est quoi donc. trouver comme cadeau pour Pierre. Ouais, Donne-moi c'est le ça. à moi à la place. Je vais y vendre après. Quand je vous dis que Bonessé est cérébral, il est revenu à ses premiers amours dernièrement parce que Jericho, c'est son premier jeu qu'il a créé et édité. En fait, qu'il a édité parce qu'il en a créé une foule de jeux. Seulement, il est trop timide pour pousser tous ces jeux qu'il a créés. C'est un homme qui est très instinctif et qui va un peu se perdre parfois dans les petites créations qu'il va faire. Il est très aussi
curieux de tout ce qui est créatif. Donc, il va faire de la musique, il va s'intéresser aux films, il a étudié comment faire des films aussi. Il ne savait pas trop comment faire sa carrière au début. Il n'est pas devenu psychiatre de l'enfance au premier coup. Il a décidé d'étudier en mathématiques au début de sa vie. De là, le fait qu'on peut voir son intérêt pour les jeux de stratégie abstraite. Et les derniers jeux qu'il a fait vont aller chercher ses premiers amours. En 2025, il a créé et fait éditer un jeu chez un autre éditeur tout petit encore. Quand je vous disais au début que Rubira, comme Davio, adore encourager les petits éditeurs. Good Fortune est son dernier né à Rubira. C'est un tout petit jeu très intéressant que probablement qu'Antoine adorerait jouer parce que c'est son genre. C'est un jeu où on a des dominos devant soi et tous les dominos du jeu sont sur la table. Il n'y a pas rien d'aléatoire dans ce jeu-là. Et C'est on va beau. aller les C'est choisir. superbe, en fait. C'est très beau comme production. Et c'est tout simple. Il faut faire des séries de dominos en faisant des collections de dominos, mais il faut aller les chercher au centre. Et il y a une règle très astucieuse pour aller les chercher au centre parce que ça se joue avec une espèce de jeton qui va se placer d'un côté de valeur 1 ou de côté de valeur 21, d'un tour à l'autre de chaque joueur. Et quand c'est placé du côté 1, chaque joueur va choisir un domino. En fait, peu importe de quel côté c'est placé, un tour de jeu, c'est qu'un joueur va choisir un domino dans sa rangée qu'il a devant lui avec une valeur. Et le domino va avoir aussi 2 dessins. Ils peuvent être parfois pareils ou parfois différents avec des couleurs différentes. Quand une valeur est choisie, ça va toujours être en fonction de quel côté le jeton est placé au centre. Est-ce qu'il est placé du côté 1 ou 21? Parce que s'il est placé du côté 1, c'est la valeur la plus petite entre les deux joueurs qui ont choisi leur domino qui va avoir l'initiative. Quand il est placé du côté 21, c'est la valeur la plus grande. Et ça, ben, on va l'utiliser pour aller chercher un domino au centre. Il va y avoir une série de 3 dominos au centre. Et le joueur qui a choisi son domino dans sa rangée devant lui va le prendre et va l'utiliser pour aller remplacer un autre domino dans le centre. Euh, et puis, ben, les dominos en tant que tels servent à faire des points éventuellement parce que ils ont des valeurs au centre qui sont indiquées par des dés. Et on va faire des points en fonction du nombre de couleurs multiplié par les chiffres sur les dés. Donc, si par exemple on a 3 jaunes, puis on a un chiffre 3, 4 et 5 sur les dés, ben on fait 3 plus 4 plus 5 multiplié par 3 jaunes. Ça va être le pointage que ça va faire. Et c'est tout. C'est un autre jeu à 2 joueurs seulement. C'est un autre jeu à 2 joueurs seulement. Et Rubira a fait aussi un autre jeu en 2023 pour un autre petit éditeur en France qui s'appelle Captain Esperanza. Mais Et là, on en parle fait, pas de jeu. Good Fortune, c'est le seul jeu de cet éditeur-là qui s'appelle Diamond Play. Exact. Comme Captain Esperanza est le seul jeu de 2023 qui a été créé par Green Games, un autre éditeur français. Un autre jeu qui est plus classique, par contre, Captain Esperanza, où on va faire du repêchage de cartes, du draft, en fait. Un sujet qu'on va probablement éventuellement parler un jour, plus en profondeur. Mais Captain Esperanza est un jeu dans la lignée de Seven Wonders. Mais comme je vous disais, Rubira adore tout ce qui est accessible à tout le monde, tout ce qui est sommatif, tout ce qui est de façon d'une synthèse, je vous dirais. Donc, quand on joue à Seven Wonders, nos cartes sont devant soi, on fait des points habituellement, et ça finit là. On va avoir une interaction mineure avec des cartes rouges qui vont faire la guerre à nos voisins de gauche et de droite. Et peut-être aussi... En fait, non, on a juste ça. Alors que dans Captain Esperanza, les symboles qu'on va mettre avec nos cartes sur la table, ça sert à faire des compétitions, une sorte d'enchère pour savoir qui a le plus de symboles de chaque, pour avoir le droit à différentes sortes de cadeaux à travers, je pense, 6 catégories différentes. Plus varié, plus interactif, plus agréable au final. Et comme Rubira adore, ou comme Davio, nous faire évader dans ses jeux, il aime qu'on plonge dans ses jeux. Si c'est pas par un côté cérébral intense, ça va être par le côté émotif instinctif. Rubira, ayant à ses heures du temps pour faire de la musique, il a créé la musique qui servirait de trame sonore qui jouerait pendant qu'on joue à son Captain Esperanza. Alors, quand vous achetez le jeu, ça vient avec un CD. Et si vous n'avez pas d'appareil à CD, vous pouvez faire jouer la musique à partir du site Internet de l'éditeur. Un Toutes les CD, pistes on est en sonores. quelle année? Ben, écoutez, je ne sais pas vraiment si
si c'est un CD, mais bref, il y a une façon de faire jouer la musique pendant que vous jouez au jeu. Euh, Ça vous montre finalement la personnalité du type. Type très timide, pour l'avoir déjà côtoyé quand j'ai été faire mon tour à Gen Con où il avait fait la promotion de Dixit en 2011 pour la première fois. Euh, mais, mais timide, mais porté à vouloir connaître les gens. D'ailleurs, créer un jeu pour Rubia, c'est un exercice thérapeutique. Il a déjà avoué qu'il a une phobie sociale. Quand il crée des jeux, c'est dans sa tour d'ivoire. C'est un exercice très solitaire. Mais il aime le fait de faire des jeux parce qu'il trouve que le jeu, c'est son prétexte pour être capable de faire des contacts avec les gens. Donc pour lui, C'est sa c'est un façon de espèce. socialiser, en fait, là. Oui, de là le fait que quand il va faire des jeux, ce ne sera jamais des jeux comme on en parlait au départ de l'émission. Pour Rubira, l'interaction, elle est fondamentale dans un jeu. Elle est la base pour qu'un jeu puisse avoir un intérêt. Donc, et bien sûr, il l'a montré d'une façon magistrale avec Dixit. Il a complètement changé le visage des jeux d'expression avec ça depuis 2008. On l'avait dit dans la saison 10 de Balado-Ludique. Rubira et Dixit ont permis à d'autres jeux, notamment Codenames, mais avec des images, on s'entend, parce qu'il y a des versions d'images de Codenames, ou Mysterio, ou Mysterium plutôt, ou Obscurio, euh, ou Muse. Je pense à un autre jeu, Muse, qui est un autre jeu où on s'exploite des images. Un paquet de jeux, en fait, que j'appelle Fais-moi les un enfants de dessin. Dixit. Ouais, c'est pas faire mon dessin, non, ça serait erreur. Ben, il y a un paquet de jeux après Dixit qui sont sortis sur le marché qui n'auraient pas leur existence si Dixit n'était pas passé avant. Donc, l'influence de Rubira en 46e position, elle vaut vraiment. Elle pèse dans la balance. Et sa philosophie de créer des jeux, euh, elle est là aussi pour avoir une place assez importante dans les jeux du marché. Et je regarde Dixit aujourd'hui, si ce jeu-là sortait, euh, c'est un coût de production quand même assez incroyable, juste au niveau des illustrations. Ça prend un éditeur avec des reins assez solides pour être capable de sortir quelque chose comme ça. Puis Libellude, c'était leur premier jeu, à moins que je me trompe. Dixit. C'était leur premier jeu et ils ont mis le paquet aussi. L'historique qu'on a fait en C'est saison un 10 vrai montre all-in, effectivement. là. On parlait de poker tantôt, là. Ça, c'est ça que c'est parce que c'était vraiment un gros investissement puis une Oui. grosse dose Il de a- confiance envers le jeu et envers l'illustratrice et l'auteur. Oui, oui, tout à fait. Puis la vision de la direction artistique était très précise et ils ont vraiment frappé dans le mille dans leur direction artistique. Oui, tout à fait. Écoute, merci beaucoup, Pierre. On est toujours, on sort toujours d'ici moins niaiseux. Euh, toujours intéressant de Grâce connaître. à moi. Ah oui, c'est à cause de toi, Vincent, c'est ça, oui. Continue de te dire ça. Alors, merci beaucoup, messieurs. Écoutez, on ne sait pas quand est-ce que ça va être le prochain. Peut-être que je vais être rendu dans un CHSLD pour le prochain épisode, qui sait. Mais on espère que ça va être quand même assez rapidement. Je vois les deux qui font des drôles de faces. Ah, franchement, là. T'es tellement de mauvaise foi. Ah oui, écoute, on a de la misère à se rencontrer, mais là, on va essayer. Nouvelle année, nouvelle équipe. Résolution. Ouais, résolution, on fait ça plus régulièrement. Là, je dis pas au combien de temps parce que je veux pas me mettre un pied dans la bouche. Mais sur ce, merci beaucoup, messieurs, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Vincent. As-tu quelque chose à nous dire? Bon jouage. Et Pierre, le mot de la fin? Euh, à la prochaine. À la prochaine. That's it. Good.